Aujourd'hui, Maître Massingo Djassé se cache dans Brazzaville. Il m'appelle, il est traqué. On lui a tout cassé. Ça, c'est aujourd'hui. Je suis là aussi pour lui. Donc, je dis, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai lu un papier sur Radio Forum, sa petite radio. C'est ce qui a déclenché l'ire de Sassou Nguesso. Et dans ce papier, je disais, je suppliais, je racontais cette histoire, et je suppliais les Congolais de ne pas aller contre Sassou Nguesso, même les mains en l'air. Le référendum, il ne faut pas en parler. C'est un non-événement. Donc, en parler ici, dans cette Assemblée, c'est lui donner de l'importance. Et c'est ce qu'attend Sassou. Donc, il ne faut surtout pas en parler. Mais ce qu'il faudrait faire, et je vous en supplie, ceux qui ont un peu de pouvoir, un peu d'écoute des médias, il faut lancer un seul cri à Brazzaville. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Cardinal Émile Biayenda, Santo Subito. Et là, je vous garantis que le peuple se lèvera, qu'ils auront, une lumière se lèvera sur Brazzaville, que des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens dans cette prière. Et là, Sassou ne pourra pas tirer. Et là, Sassou ne pourra pas tirer. Et il faut le faire vite. Voilà le message que je voulais passer ici. Vous savez, la réflexion qui m'a amené à intervenir dans le Congo, et je vous l'ai exposé tout à l'heure, mais moi aussi j'ai fait des études à l'université avec des copains, des amis africains, qui me racontaient l'état de leur pays d'origine et la manière dont étaient gérées les affaires publiques avec la complicité des gouvernements de l'Europe, en l'occurrence du gouvernement français. Donc ça fait longtemps que je me suis que j'ai nourri cette réflexion et que pour la première fois, mon parti politique l'a défendue en 2002. Alors évidemment, ça n'était pas entendu. Et même mieux que ça, puisque j'avais organisé un voyage dont d'ailleurs Parfait Kolela était à l'origine, pour tout vous dire. Nous avions organisé la visite de Jean-Marie Le Pen à Johannesburg pour rencontrer Nelson Mandela. La vérité, c'est celle-là. Et au dernier moment, c'est Chirac qui a fait capoter l'affaire. Les billets d'avion étaient pris, c'était pendant la présidentielle de 2002, et même Jean-Marie Le Pen avait acheté une colombe en cristal qui devait remettre à Nelson Mandela. Pour vous dire si on était allé loin dans les négociations, je me suis déplacé là-bas, j'ai rencontré l'entourage de l'ANC à l'époque, et on avait discuté d'homme à homme sur le devenir de l'Afrique et la défense de notre vision. Depuis, ça n'a jamais cessé. Mais comme les médias sont un véritable rouleau compresseur et nos adversaires politiques avec, c'est pas facile de se faire entendre. Et là, il s'est trouvé une conjonction de facteurs qui fait que, aujourd'hui, on a un gouvernement français faible, un président faible, une Europe, aujourd'hui, vous l'avez dit, qui subit les assauts d'une immigration totalement incontrôlée. Et c'était bien, je pense, à ce moment-là, que ce discours a porté. Mais il a toujours été porté, toujours. Mais il est entendu aujourd'hui, et moi je suis ravi que ce soit entendu de cette manière-là. Et quand vous dites j'ai un profond désarroi personnel parce que j'ai toujours eu l'image diabolisée du Front National, moi je comprends votre désarroi, mais le désarroi, il devrait surtout être celui de constater ce qu'ont fait ces gouvernements avec ces dictateurs africains. C'est ça le désarroi. Moi quand je vois ce que l'on appelle la France-Afrique, j'en suis désolé pour mon pays. J'étais avocat dans l'affaire, il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous, de, comment s'appelle l'avocat, Bourgi, le porteur de valise du RPR. Bon. Il avait attaqué Jean-Marie Le Pen en disant que Bongo lui avait donné de l'argent. Évidemment, sans preuve, on l'a attaqué en justice. J'étais l'avocat. Bourgi est venu à la barre, mais a expliqué des choses absolument extravagantes. Comment il prenait les sacs de sport de billets, qu'il les mettait sur le bureau de Chirac, comment Villepin et Chirac comptaient les billets, et cela plusieurs fois par an. Et il a même expliqué, il y a des journaux qui peuvent en témoigner, c'est pas du flanc à la barre, hein. Le Monde, le Journal du Dimanche, il avait expliqué tout ça. Villepin avait dit, c'est scandaleux, je dépose plainte en diffamation. Jamais. Jamais. Le seul qui a porté plainte, c'est Le Pen, et on a gagné le procès. Donc pour vous dire que moi j'ai une conscience de toute cette affaire depuis très longtemps, mais je veux que ça s'arrête, et je milite au sein de mon parti pour qu'on arrête ça. Parce que ça produit quoi?
la guerre, la misère, et chez nous la même chose, où ça finira par produire la même chose. La vérité, c'est ça. Et on n'est pas en train de parler des méfaits de la colonisation ou de la décolonisation. Mais moi, je constate, et je crois que c'est un de nos interlocuteurs qui l'a dit, que depuis la décolonisation, eh bien, il faut reconnaître que s'est mis en place un système mafieux. Ça ne s'appelle pas autrement. Entre l'Occident et entre l'Afrique. Et qu'au milieu de tout ça, il faut constater que les Africains, la population, n'a pas bénéficié des richesses qui auraient pu être les siens. Et j'ai cité tout à l'heure, je crois que l'argent qui a été distribué dans la politique au développement depuis 50 ans en Afrique, c'est 2000 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Ça a été des centaines de milliers de morts. Ça a été, je ne sais pas, 60 coups d'État sur le continent africain. Qu'on ne me fasse pas croire que ce soit juste sur ce continent que ça arrive et qu'il n'y ait pas de responsabilité. Eh bien voilà, je pense que moi, à partir de ce moment-là, il faut discuter de continent à continent, de peuple à peuple, et de mettre des gens qui se respectent à la tête des États. C'est en tout cas, moi, je me bats pour ça et j'y crois. C'est pour ça que je suis aujourd'hui avec vous et que je défends ça. C'est à vous. Merci. Je lâche, là, c'est bon, on m'entend? Oui. Merci, monsieur le député, de nous ouvrir cette enceinte, car jamais on ne parle du Congo-Brazzaville. Jamais. On parle du Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Kinshasa, Congo-Kinshasa. Mais Brazzaville n'existe pas. Sur Brazzaville, c'est la nuit et le silence. Je vais faire rapidement. Moi, je suis le fils d'un administrateur des colonies, comme on disait, et j'ai grandi au bord du Congo et du bassin du Congo. Je n'ai jamais travaillé avec l'Afrique, mon métier est ailleurs. Je suis marié, j'ai 4 enfants, j'ai 9 petits-enfants, mais je suis un enfant de l'Église catholique et je suis venu souvent en pèlerinage, prier sur les lieux de mon enfance, comme souvent on remonte aux sources de son enfance. Et j'ai trouvé beaucoup de joie, de réconfort dans cette prière, de cette Église qui est en Afrique, l'Église catholique, qui est mon Église, en différents lieux, en Afrique centrale, et ça a été pour moi quelque chose qui m'a donné beaucoup de force et beaucoup de joie dans la prière. Je fais rapide. Au cours de mes prières, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui est devenu mon père spirituel et que j'ai été amené à aider pendant 5 ans. C'est Monseigneur Ernest Combo. Je crois que beaucoup ici connaissent Monseigneur Ernest Combo, qui fut président de la Conférence nationale en 1991. Ernest Combo, qui était évêque de Wando, président pendant très longtemps de la Conférence épiscopale du Congo, avait été est mort il y a exactement 7 ans, au moment où j'entrais, quelques minutes avant que je n'entre dans sa chambre, à l'hôpital du Val-de-Grâce, et où je l'ai accompagné pendant 5 ans, non pas à l'hôpital du Val-de-Grâce, mais les 5 dernières années de sa vie. J'étais un de ses très proches serviteurs avec 2 de ses nièces. J'ai beaucoup parlé avec Ernest Combo, qui était mon père spirituel, mon confesseur, et puis qui avait à peu près mon âge, de ma génération, 10 ans de plus, disons, mais on a connu les mêmes périodes de l'Afrique. Et Ernest Combo, il faut le savoir, et je vais être assez rapide parce que l'histoire serait beaucoup trop longue. Pourquoi lui avait-on confié la présidence de la conférence nationale en 1991? C'est lui qui avait été chargé d'organiser les institutions qui devaient permettre l'alternance qu'on a connue. Et la force d'Ernest Combo, il faut bien le dire, c'est pas d'avoir organisé les élections suivantes, qui ont été ce qu'elles ont été, mais c'est d'avoir mis hors jeu Sassou Nguesso
du jeu politique. Sassou Nguesso, Kombo l'a mis en dehors du jeu politique. Pourquoi est-ce que Ernest Kombo a pu mettre Sassou Nguesso en dehors du jeu politique? Je dirais pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y avait un consensus du peuple sur cette personnalité charismatique. Ernest Kombo était jésuite et il était devenu évêque consacré par Jean-Paul II. Il avait été consacré par Jean-Paul II à la demande d'un évêque très important qui a été l'évêque de Pointe-Noire, qui est mort en 93, Monseigneur Firmin Singa, que beaucoup doivent connaître ici, qui est mort de façon bien triste à Pointe-Noire, empoisonné. Ernest Kombo, Firmin Singa avait bien connu le pape Jean-Paul II du temps du communisme, lorsque Jean-Paul II était archevêque de Cracovie. Et c'est comme ça que Firmin Singa a dit « Moi, je suis trop vieux, je suis pas assez un intellectuel », et c'est comme ça qu'il avait désigné Kombo auprès de Jean-Paul II pour que Kombo prenne la responsabilité de la conférence nationale. Et donc, Ernest Kombo avait eu le soutien du peuple, un consensus, mais un consensus qui était porté, je dirais, à l'époque, par l'autorité de Jean-Paul II, porté par l'épiscopat congolais. Et Jean-Paul II, fallait pas discuter. Donc Kombo avait été nommé là. En 1991, donc Kombo est porté par le peuple congolais, consensus, et notamment l'épiscopat congolais. Kombo est porté par le pape. Pourquoi est-ce que le pape veut mettre fin? Pourquoi veut-on mettre fin au règne de Sassou Nguesso? Pour une raison simple et très connue au Congo, même si les gens ne n'osent pas se le dire. C'est que Sassou Nguesso avait enterré vivant, vous m'entendez bien, vivant, Monseigneur, le cardinal Émile Biayenda, le 22 mars, je crois, 1977. Il s'agit non pas d'un crime politique, comme l'a été le crime d'ailleurs de Marianne Gouabi et de Massamba Deba. Ça, c'est un crime atroce, bien sûr, comme tous les crimes, mais c'est un crime politique. Parce que les militaires congolais s'emparent de Marianne Gouabi, s'emparent de Massamba Deba, bref, on blesse gravement Marianne Gouabi, c'est sa garde cubaine qui va l'achever. Là, c'est un crime, je dirais, c'est un crime politique, j'allais dire triste et banal. Non, le crime, l'enterrement vivant de Biayenda, c'est un crime rituel. C'est-à-dire qu'il s'agit, pour Sassou Nguesso, de prendre la place du pouvoir, du bien, de la lumière, de ces hommes qui cherchaient à s'entendre. Et voilà les raisons qui font que Jean-Paul II, en 90, après la chute du mur de Berlin, veut mettre fin au régime de Sassou Nguesso. Et puis il y a un deuxième élément qui fait que Ernest Kombo, a un certain pouvoir pour assurer cette mission de chasser Sassou Nguesso. Car ça n'est pas facile de chasser Sassou Nguesso. Et chacun en convient aujourd'hui. Vous voyez bien qu'il est inamovible. Et que rien n'a changé au Congo-Brazzaville depuis 1991. Eh bien, simplement. Parce que, souvenez-vous, en 1989, il y a la bombe du DC-10 du TA qui explose au-dessus du désert du Ténéré. Or, François Mitterrand, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas le sujet. Mais François Mitterrand est un fin connaisseur de l'Afrique. Il a été ministre des colonies en 1956. C'est lui-même qui a signé le diplôme en 1956. Qui a signé le diplôme de mon père, de brevet de l'école coloniale. Bon. Mitterrand connaît très très bien l'Afrique. Mitterrand connaît Sassou Nguesso et sait qu'on ne peut pas mettre une bombe à l'aéroport de Maya Maya sans que Sassou Nguesso soit informé. C'est vrai. Donc, comment est-ce que mon très cher père Ernest Kombo peut mettre fin au règne de Sassou Nguesso? Il est porté par un peuple, il est porté par le pape et par l'autorité pontificale, par Jean-Paul II lui-même, et il est soutenu par la France au travers de Mitterrand. Voilà. Eh bien, je vous dis qu'au Congo, on est loin du compte. Au Congo, on est loin du compte.
et que Sassou n'est pas parti. Alors moi, je vais être très pragmatique avec vous, si vous permettez. Je vais vous suggérer une idée qu'il faut faire rebondir au Congo-Brazzaville. Car voyez-vous, le cardinal Émile Biayenda, enterré vivant, est un martyr pour la foi. Pourquoi? Parce qu'il avait été nommé par Jean-Paul VI et il avait réussi à faire en sorte que Marien Ngouabi et Massamba Deba s'entendent. Et il y avait eu un projet d'une nouvelle constitution. Et ça, vous en aurez la preuve simplement en voyant quand Marien Ngouabi reconnaît l'État du Vatican. À l'époque, la République populaire du Congo, aucun État communiste ne reconnaît l'État du Vatican, la République populaire du Congo reconnaît l'État du Vatican le 1er janvier 1977. 3 mois après, Marien Ngouabi, Massamba Deba sont assassinés, Émile Biayenda est enterré vivant. Voilà votre histoire. Donc, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que Rome, Ernest Kombo n'avait qu'une peur, c'est que Sassou Nguesso réussisse à rencontrer le pape. Et du vivant d'Ernest Kombo, jamais Sassou Nguesso n'a pu rencontrer le pape. Jean-Paul II est venu à Brazzaville en 1980, et c'est tout. Et il est venu quasiment béatifier Monseigneur Émile Biayenda. Et depuis, on ne parle plus de Monseigneur du cardinal Émile Biayenda. Même à Rome, c'est interdit. Or, il est avéré que dans le droit canon, un martyr de la foi, et il s'agit bien d'une lutte contre le communisme qu'avait mené le cardinal Émile Biayenda, qui avait été nommé par Paul VI, premier cardinal d'Afrique centrale, plus jeune et premier cardinal d'Afrique centrale, pour mener une lutte contre le communisme à la demande de tous les pays occidentaux. Donc on envoie Émile Biayenda au casse-pipe contre les communistes. Il réussit ce tour de force, puisqu'en 1977, 13 ans avant la chute du mur de Berlin, Marien Ngouabi et Massamba Deba s'entendent pour signer une constitution secrète et essayer de sortir le pays du communisme. Ce saint martyr est ignoré même de Rome. Et ça me met en colère en tant qu'enfant de l'Église catholique. En colère. Donc ça, j'entends le dire dans cette enceinte. Alors je vais vous donner une suggestion très pratique, mes très chers frères et sœurs du Congo en Christ. Je vais vous donner un conseil très pratique. Il faut que, en ce moment, à Brazzaville, résonne un seul mot dans la prière. Car aujourd'hui, une manifestation contre Sassou Nguesso, ça se termine comme ça, éventré, les tripes à l'air, comme ces photos terribles que vous montrez. On ne peut pas se battre contre Sassou Nguesso. C'est des milliers de morts. Par contre, je vous donne une idée, et j'entends, monsieur le député, que vous m'écoutiez, et je vous remercie encore une fois, et sachez que j'ai beaucoup d'amis congolais à Brazzaville qui savent que je suis ici aujourd'hui, notamment Maître Massingo Djassé, responsable d'une petite radio qui émet péniblement avec son petit émetteur, qui m'a demandé de faire un papier, tout a été bousillé, on lui a même tué ses 15 lapins, aujourd'hui il se cache dans Brazzaville, parce que simplement, oui, 15 lapins, c'est triste. C'est triste parce que ces 15 lapins, c'est ce qui permet de manger, parce qu'on ne fait qu'un repas au Congo-Brazzaville. Donc 15 lapins tués, c'est pas drôle, c'est tragique, parce que ça symbolise quelque chose de très grave. Émile Biayenda a été tué, m'a mené un combat contre le communiste, il est mort en 1977, dans un combat contre le communisme. C'est un martyr de la foi, tout le monde le sait au Vatican. Le père Popielusco, qui est aussi un martyr de la foi, et lui déjà béatifié. Alors, existe-t-il un apartheid au paradis? Ouais. C'est la question que je pose. Juste encore une chose, épiphénomène, mais il faut quand même y réfléchir. Le rôle, y compris dans les financements occultes dont on cite, le rôle très important, je tiens à le dire, parce que c'est quand même quelque chose pour un chrétien. D'habitude, on m'entend jamais parler de ça, parce que je suis toujours très prudent, mais le rôle très important en Afrique de la franc-maçonnerie, particulièrement dans les réseaux occultes financiers, y compris chez nous. Et l'argent transite par ce milieu, en France, totalement. Voilà.
Je voulais faire une petite communication. Monsieur Alliot, je vous félicite d'avoir organisé cette réunion. Vous avez eu l'occasion de réunir ici à Bruxelles, au siège de l'Union européenne, quelques médias, et c'est quelque chose d'extrêmement remarquable, car, si vous voulez, depuis que Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, en partie pour les raisons que Hervé Zebrowski vient de signaler, il y a eu une chape de plomb médiatique sur ce pays depuis 1977. Et dernièrement, nous avons eu en 2012, le 4 mars 2012, il y a eu en plein centre-ville, à côté de son quartier de Mpila, de sa résidence, car Sassou Nguesso c'est un dictateur, mais avant tout c'est un homme qui a toujours eu peur. Sassou Nguesso n'est pas un homme courageux. Et s'il tue, c'est pour se protéger. Et donc, ce jour-là, vous avez eu les armes qu'il stockait à côté de sa résidence personnelle qui ont explosé le même jour. Il y a eu, on a dit officiellement 300 morts, mais il y en a eu peut-être 3000. Mais, monsieur le député, pouvez-vous me citer une chaîne de télévision française, une chaîne de radio française, une chaîne de radio américaine, une chaîne de radio européenne qui ait fait le déplacement de Brazzaville? C'est le bout du monde, Brazzaville? C'est sur la planète Mars? Il n'y a jamais eu personne. Vous avez eu le DC-10 du TA qui a explosé. Est-ce qu'il y a eu une équipe de journalistes qui soit partie là-bas, investiguer, rechercher, communiquer, interviewer? Rien. Et ça, monsieur le député, ça fait maintenant, depuis 1977, qu'il y a cette omerta. Alors, quand le cardinal Biayenda est mort, assassiné, normalement, le pouvoir devait revenir, avant qu'il ne soit assassiné, c'était un coup d'État. Et le pouvoir devait revenir immédiatement à Sassou Nguesso. Et il y a eu une période de 2 ans, le pouvoir a été, disons, remis, délégué au président Joachim Yombi, un couillou comme le président qui avait été assassiné. Mais il y a eu des relais énormes politiques. Et là, ici, les gens ont accusé la France, mais il n'y a pas que la France. Vous avez la France et vous avez l'Italie. Vous avez la compagnie Eni, maintenant, qui a des intérêts qui dépassent ceux de Total. Et vous avez la compagnie, et vous avez maintenant l'Italie, qui a des intérêts, mais qui dépassent de beaucoup ceux de la France. Et vous êtes ici à Bruxelles, mais la commissaire européenne aux affaires étrangères, c'est Madame Federica Mogherini, qui était l'ancienne ministre des Affaires étrangères de M. Matteo Renzi. M. Matteo Renzi, un jeune Premier ministre brillant, qui se dit préoccupé par la corruption, et il entreprend de prendre des mesures contre la corruption en Italie, et peut-être même dans d'autres pays d'Europe, mais quand il fait son premier voyage officiel en dehors de l'Italie, mais où va-t-il? Il va à Brazzaville. Mais quand vous voyez des photos de M. Matteo Renzi à côté de Sassou Nguesso, mais on se demande, c'est très facile de savoir qui est le maître. C'est très facile de savoir qui est le maître. Et donc vous avez aujourd'hui une conspiration. Nous sommes à Bruxelles, vous avez M. Charles Michel, qui est le Premier ministre, jeune Premier ministre socialiste. Il est le fils de M. Louis Michel. Mais M. Louis Michel, ça a été le plus grand supporter, le plus grand lobbyiste de M. Denis Sassou Nguesso. Quand il y a eu un sommet Afrique ici, il y a 1 an ou 2, il y a 2 ans, à Bruxelles, mais qui était assis à côté de Mme Angela Merkel, qui est la patronne de l'Europe? M. Denis Sassou Nguesso. Et on trouve ça normal que le pire dictateur d'Afrique soit à côté de celle qui représente la force, la puissance de l'Europe? C'est scandaleux. Et qui l'a mise à côté? Qui a mis M. Sassou Nguesso à côté de Mme Merkel?
Donc aujourd'hui, le problème n'est pas français. Le problème n'est pas seulement de Total. Il y a des intérêts, et ça n'est pas seulement ceux de Total. Et je ne suis pas payé par Total pour venir défendre leur position. Et donc vous avez aujourd'hui la famille de M. Sassou Nguesso au travers de différentes structures. Ça ne suffit pas de prendre l'argent du pétrole. Aujourd'hui, ils en sont à posséder les champs de pétrole. C'est-à-dire que vous avez des lois en Europe qui interdisent ce genre de promiscuité, ce genre de complaisance. C'est criminel. Eh bien maintenant, vous avez des sociétés qui appartiennent notoirement à la famille de Sassou Nguesso et qui sont propriétaires des champs pétroliers. Les opérateurs sont Total ou sont Eni. Eni sont noyés jusqu'au cou dans ce genre de malversation. Et qui dit oui? Qui fait quoi? Personne. Vous avez une société qui est apparue tout d'un coup. Sassou a promulgué un nouveau code pétrolier. Et ce nouveau code pétrolier dit que vous avez des représentants des nationaux qui doivent avoir des participations. Et donc, par exemple, maintenant, vous avez une société qui s'appelle Continent avec un K. Cette société est représentée par M. Yahya Moussa. M. Yahya Moussa a été le représentant du FMI à Brazzaville. Donc de 2005 à 2009, jusqu'à ce que le Congo-Brazzaville atteigne le point d'achèvement. Et les contribuables français et européens ont fait cadeau au total à M. Sassou Nguesso, principalement de la France, 5 milliards de dollars. La France a offert 2,7 milliards d'euros sans aucune contrepartie démocratique. Et pire encore, l'argent de ces contribuables a servi à pouvoir signer des marchés à crédit avec les Chinois. Les Chinois attendaient que Sassou Nguesso soit désendetté pour lui faire des lignes de crédit. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui construit à Brazzaville, ça a été fait à crédit. Sassou et sa famille ont volé tout le cash. Et tout le monde, il y a des gens qui sont au courant. Mais qui est au courant? Ce sont les dirigeants de l'Europe, les dirigeants de certains pays européens, les dirigeants de la France, bien entendu. Et c'est un scandale monumental. Donc, vous avez réuni, monsieur le député, cette réunion pour jeter un petit faisceau de lumière sur le Congo. Alors, s'il vous plaît, monsieur le député, continuez. Parce que le Congo, c'est pas une réunion de 2 heures ou de 3 heures qui sera nécessaire. C'est des jours entiers, parce que la liste des crimes, elle est longue. Et pour terminer, monsieur le député, j'avertis la police française le 31 août 1989 au matin qui se préparait un attentat contre les intérêts français et que cet attentat partait de la présidence et partait de son directeur de la police présidentielle. Je n'ai pas été entendu, j'ai été reçu d'une manière très dubitative. 19 jours plus tard, vous avez eu l'attentat du DC-10 du TA. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 835.25 avec l'hospitalier. Massengo Chassé vous aime bien. Téléforum c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé.